Comment faire pour comprendre le sens d'un texte inconnu? Quelle stratégie mettre en place pour éviter les contresens? Bonjour à tous, chers élèves, je suis Benoît, PhD French Tutor, votre professeur de français en ligne depuis 2022, et aujourd'hui, je veux vous aider à réaliser une étape indispensable de la compréhension, de l'étude d'un texte. Je veux parler de la compréhension de sa signification. Le jour des épreuves écrites du baccalauréat, vous allez vous retrouver devant un texte que vous n'aurez jamais étudié en classe. Comme pour n'importe quel examen, et cela est tout à fait normal, vous allez être dans une situation de stress. En effet, le fait de lire un contenu qui ne nous est pas familier va générer un sentiment d'anxiété qu'il est parfois difficile à contrôler. C'est ce sentiment d'anxiété qui va créer un blocage dans notre esprit et nous empêcher de comprendre ce que l'on lit. Alors, que faire pour remédier à cela? Je voulais également vous signaler que certains textes sont plus impressionnants que d'autres. Si vous vous retrouvez en face d'un poème, le vocabulaire, les images, les métaphores sont abstraites. L'implicite du texte est plus difficile à cerner. S'il s'agit d'un récit du XVIe siècle, vous allez lire des mots qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, ce que l'on appelle des archaïsmes. Il est donc tout à fait normal de rencontrer des obstacles dans la compréhension du texte. Que faire pour remédier à cela? Je vous propose une méthodologie en 4 étapes. Première étape, on va lire le texte et entourer les mots inconnus. Deuxième étape, on va surligner avec une première couleur toutes les expressions qui renvoient à des personnes ou des personnages. Troisième étape, on va surligner avec une autre couleur les indices spatio-temporels. Quatrième étape, on va surligner encore avec une autre couleur tous les mots qui appartiennent à des champs lexicaux. Première étape, on va donc lire le texte, premièrement sans rien noter. Je vous parlais tout à l'heure du stress. Vous allez avoir l'impression que les lignes qui défilent devant vos yeux, vous allez avoir l'impression qu'elles ne rentrent pas dans votre tête, que vous n'allez pas comprendre ce qu'elles signifient. C'est tout à fait normal. Il est néanmoins important de faire cette première lecture pour prendre contact avec le discours, pour prendre contact avec le style de l'auteur et tenter, bon gré mal gré, de saisir les thèmes qu'il aborde. Mais je vous recommande de faire une deuxième lecture et d'entourer le sens des mots, d'entourer les mots que vous ne comprenez pas. Il est normal de ne pas comprendre tous les mots d'un texte. Le dictionnaire Le Grand Robert relève 90 000 mots et expressions dans la langue française. C'est énorme. Il est normal que vous ne compreniez pas tous les mots. Ce qui est important, c'est de comprendre la référence de ces mots. Est-ce qu'ils désignent des personnes, des lieux, des moments, des objets, des événements? Pour comprendre cette référence, il faut regarder le contexte, tous les mots qu'il y a autour, toutes les phrases qu'il y a autour. Je vous donne cet exemple extrait de la nouvelle La Peur de Guy de Maupassant. Dans La Peur, Maupassant écrit « Le père avait tué un braconnier 2 ans auparavant. On ne sait pas ce qu'est un braconnier. Ce n'est pas grave. L'important est d'avoir compris qu'il s'agit d'un personnage. » Cela ne fait pas obstacle à la compréhension globale de la phrase ou à la compréhension du texte. Donc pas de panique. Faites ce travail, tentez de repérer les références des mots inconnus, et même s'il y a certaines références que vous ne captez pas, cela n'est pas grave. Deuxième étape, on va surligner tous les mots qui appartiennent à qui désignent des personnes ou des personnages. On va prendre donc une première couleur, un premier stabilo, et on va relever tous ces mots-là. Cela peut être des noms propres, cela peut être des noms communs, comme par exemple un homme, une femme, un enfant, etc., etc. Cela peut être des pronoms, je, tu, il, etc. L'important est de comprendre là aussi leurs références. Pensez que dans un poème, la plupart du temps, c'est le poète qui parle et qui s'adresse à quelqu'un. Pensez dans une pièce de théâtre que vous avez les noms des personnages, cela est plus facile, qui sont indiqués. Dans un récit, il est important de faire la différence entre les personnages qui sont présents dans l'action et les personnages qui sont évoqués, mais qui ne participent pas à l'action qui prend place dans l'extrait que vous étudiez.
Il est donc indispensable de faire ce travail, toujours là aussi de repérer les références des personnages. Troisième étape, on va prendre un stabilo d'une autre couleur et on va surligner les indices spatio-temporels. Les indices spatiaux concernent l'espace. Cela va nous aider à visualiser, donc dans notre esprit, un espace de l'action. Ces indices peuvent être des toponymes, c'est-à-dire des noms de localités. Cela peut être des noms de régions, des noms de rues. Les indices temporels vont faire référence à des moments précis. Il est important de les relever car on va pouvoir ainsi construire une chronologie de l'action dans notre esprit. Et donc vous allez avoir des dates, vous allez avoir des jours de la semaine. Vous pouvez avoir aussi des adverbes comme soudain, maintenant, etc. Dans certains textes, vous n'avez pas d'indice spatio-temporel. Ce n'est pas grave, il est important de le relever pour votre étude. Par exemple, les fables mettent en scène des vérités qui sont générales, universelles. Pour cette raison, vous n'avez pas d'indice spatio-temporel précis. Parce que le message qui est mis en scène est atemporel. Il ne se rattache à aucune époque précise, il est toujours vrai. Donc pensez à relever ce point-là. Pour une pièce de théâtre, les indices spatio-temporels, là encore c'est facile, sont évoqués dans les didascalies. Les didascalies font partie du texte, vous pouvez donc relever ces indices spatio-temporels ici. Quatrième étape, on va prendre une dernière couleur, un stabilo d'une autre couleur encore, et on va surligner les mots qui appartiennent à des champs lexicaux. Je rappelle la définition du champ lexical. C'est un ensemble de mots qui appartiennent à un même thème. Vous avez toujours un champ lexical dans un texte, puisqu'un texte aborde toujours un thème. Vous en avez en général 2, voire plus. Vous avez par exemple le champ lexical de la joie, de la tristesse, du désespoir, etc. Relevez ces champs lexicaux, c'est très important car vous aurez une idée plus précise des thèmes qu'aborde le texte. Je récapitule donc les 4 temps de cette méthodologie. Première étape, on va lire le texte 2 fois, on va entourer les mots inconnus. Deuxième étape, on va surligner les expressions qui renvoient à des personnes ou des personnages. Troisième étape, on va relever les expressions qui renvoient à des indices spatio-temporels. Et quatrième étape, on va relever les mots qui appartiennent à des champs lexicaux. Ainsi, on aura une meilleure compréhension du texte, on se sera rendu maître de ce texte, en tout cas dans un premier temps. J'espère que c'est plus clair. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à liker les pages PhD French Tutor sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et si cela est toujours pas clair, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse qui s'affiche dans la description de cette vidéo, contact@phdfrenchtutor.com. Je me ferai un plaisir de vous assister dans votre apprentissage dans le cadre d'un cours particulier. N'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et je vous dis à bientôt.